3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissir est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alexandre Drabovic de nous accompagner également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management et à nos côtés enfin Julien Moutier. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de gestion obligataire de Groupama Asset Management. Parole au taux donc en ce jour de publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril. Je le disais en introduction, Julien, après plusieurs mois de déception, de surprise à la hausse sur l'inflation, ce rapport semble plus en ligne avec les attentes du marché. Est-ce que c'est donc une bonne nouvelle? Et est-ce que ce rapport sur l'inflation aux États-Unis permet de restaurer un peu de la confiance perdue par la Fed ces derniers mois en vue de prochaines baisses de taux? Disons qu'en tout cas, le marché a envie d'y croire. C'est-à-dire quand on regarde la réaction à chaud du marché suite aux chiffres qu'on a eu sur le CPI américain, on voit qu'on a une détente des taux sur toute la courbe, taux court, taux long, même si ça a retracé quand même pas mal derrière. Et puis, on a des actifs equity, donc les actions et le crédit qui globalement se sont appréciés sur un thème globalement de Goldilocks. C'est-à-dire qu'on a un atterrissage en douceur qui semble s'opérer, un peu moins de pression finalement de normalisation monétaire attendue, un peu de baisse de taux, ça atterrit en douceur, donc tout est bien, qui finit bien pour l'instant. Ouais. Voilà. Après, encore une fois, je pense qu'un point ne fait pas la tendance, donc il ne faudrait pas avoir non plus dans ce chiffre de CPI un mouvement continu de baisse, de recul marqué en tout cas de l'inflation. Ah, c'est un risque de voir une chute de l'inflation devant nous, là? Disons que c'est un risque. Non, moi je pense qu'il ne faut pas le voir. Oui, le diable est dans les détails. Ouais. Tout le monde est focalisé sur la partie service, cœur, etc. Où là, on reste sans doute à des niveaux encore un peu trop élevés pour être totalement confortable. La partie service aux États-Unis, c'est la partie aujourd'hui qui est globalement un peu incompressible. On voit bien que tous ces secteurs qui sont ce qu'on appelle labor intensive, c'est-à-dire qui font appel à une force de travail de façon conséquente dans la production, dans le chiffrage de la production, ces secteurs-là restent sous tension aux États-Unis. Ça n'a pas décliné, alors que l'énergie, le food, tout ce qui est durable goods également, ont plutôt corrigé aux États-Unis et participé à ce tassement de l'inflation headline. En revanche, tout ce qui est service aux États-Unis se maintient plutôt bien. Et on reste, que ce soit sur le headline ou sur le core, sur des niveaux month on month, d'un mois à l'autre, entre 0,3 et 0,4. Donc, il y a des effets de base sur le headline, mais attention aux chiffres mensuels qui restent quand même relativement élevés. Ouais. Qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui pour la Fed dans sa recherche, sa quête de confiance, Alexandre? Est-ce que c'est ce rapport-là sur l'inflation du mois d'avril, ou est-ce que c'est des chiffres qu'on a vus il y a une paire de semaines maintenant autour du marché du travail américain, autour des enquêtes services également aux États-Unis? Alors, ce qui est certain pour le CPI, le chiffre inflationniste aujourd'hui, c'est quand même un gros soulagement pour le marché, parce que c'est quand même le premier mois de baisse en 6 mois. Pour le chiffre cœur, je rappelle quand même à 3,6%, c'est le plus bas depuis octobre 2022. Et finalement, c'est bon aussi pour M. Powell, parce qu'il s'est un petit peu engagé ces derniers mois. En janvier, on nous explique, c'est l'effet saisonnier début d'année. En février, on me dit, 2 mois, ça ne fait pas la tendance. En mars, on commence à s'inquiéter, mais ce n'est pas en fait trop gênant. Mais là, pour le mois d'avril, finalement, on aurait pu se dire, M. Powell, vous êtes à côté de la plaque comme vous l'avez été en 2022. Donc je pense qu'il doit être soulagé. Il avait plutôt même un discours à dire, vous inquiétez pas, la tendance est là, ça va continuer. On avait même un petit peu de dissension, des membres du FOMC, certains qui disaient, voilà, on ne va pas pouvoir baisser les taux. Le marché même s'inquiétait en disant, est-ce qu'il pourrait remonter les taux? Alors ça, il l'a évacué directement la semaine dernière. Donc on a eu ce premier soulagement en disant, ouf, on est passé de 7 baisses de taux à seulement une baisse. Est-ce que maintenant, finalement, vous savez, on dit en anglais, le higher for longer, ça veut dire encore plus haut et plus longtemps. Oui. J'aime pas cette expression, parce qu'en fait, c'est plutôt dire, on va rester élevé plus longtemps. C'est high for longer. Voilà, et non pas plus haut plus longtemps. Ça, il l'a évacué. Et maintenant, plutôt l'impression qu'il est en train de nous dire, ça sera plus bas, mais un peu plus tard. Pas autant qu'on l'espérait. Nous, on tape chez Indosuez encore 3 baisses sur cette année. Peut-être plutôt en septembre qu'au mois de juillet, ça c'est certain. Aujourd'hui, le marché est pratiquement, je crois que la probabilité est de 50% pour septembre, et on devrait avoir 2 baisses d'ici la fin de l'année. Donc, un soulagement sur l'inflation. La bonne nouvelle, c'est que la fameuse composante, quand on regarde l'inflation cœur, dans la partie service, et notamment tout ce qui est en fait lié au loyer, c'est ça ce qui était vraiment le plus inquiétant, parce que ça c'est difficilement compressible pour la Fed. Ça se dégonfle aussi. Et là aujourd'hui, quand on commence à projeter les différentes composantes, à la fois des prix, le PPI qu'on a su hier, le prix des productions,
avec le CPI aujourd'hui, prix des consommateurs, le corps PCE, qui est l'indicateur préféré de la Fed, devrait se dégonfler un petit peu. Donc ça redonne de la crédibilité à la Fed en disant l'indésinflation est toujours en route. On ne sera pas à 2% tout de suite, mais en tout cas, on y va graduellement. Et donc, moi, la Fed, je serai en capacité de normaliser les taux. Et donc, tout ça redonne, encore une fois, de l'intérêt au marché. Le marché accepte tout à fait cette logique de patience. Vous dites, ce sera plus bas plus tard, mais le marché s'en accommode tout à fait. Oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, on se disait, finalement, si on n'a pas autant de baisse que prévu, c'est pas bon pour le marché action. Ouais. Je vous avoue que nous-mêmes, on avait commencé à avoir un petit peu peur en disant, c'est pas la séquence qu'on imaginait. 4,70, voilà. 4,70 sur les 10 ans américains, on sent que ça commence à turbuler un peu, quoi. Turbuler un petit peu. Bon, maintenant, je pense que le marché action, de manière générale, ce qu'il veut, c'est entendre la direction que on va baisser les taux. Alors, est-ce que c'est 2 fois, 3 fois mais à partir du moment où, psychologiquement, on sait que la Fed va amorcer cette baisse, et bien finalement, on a un petit peu le chèque en blanc et dit, OK, on suit la Fed et on y va. Bon. Est-ce que c'est suffisant d'avoir toujours cette... Bon, c'est un peu la carotte et le bâton, hein. Là, il y a toujours cette perspective de baisse de taux devant nous. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça participe à entretenir une ambiance toujours positive sur les marchés, et sur les marchés actions notamment, Gilles? Sans doute, mais selon nous et nos indicateurs, avec un potentiel de performance des actions de plus en plus faible. Car, plus ça monte, moins il y a de potentiel, quoi. Par nature. Mais oui, non mais... Et également, donc la doxa des marchés générale, c'est de dire il faut acheter les marchés avant les baisses de taux. Donc on reporte depuis assez longtemps quand même les perspectives de baisse de taux, tout en les limitant quand même aussi, parce que on a, au-delà de l'analyse d'un chiffre, si on regarde l'inflation dans son ensemble, il y a quand même pas mal de raisons de surchauffe et de causes de surchauffe. La fragmentation de l'économie mondiale, les guerres commerciales, les guerres douanières, le reshoring de beaucoup d'activités. Et puis dans certains pays, dont les États-Unis, croissance démographique énorme, qui pèse avec beaucoup un flux migratoire positif à nouveau, sur l'offre et la demande de logement notamment, mais bien sûr. tout service en règle générale, service, la personne aussi, qui sont justement les endroits où l'inflation est le plus important. Bref, on a quand même l'impression que le potentiel est de plus en plus faible. Et c'est ce qu'on identifie dans nos ratings. Alors, on voit aussi que la Fed est de plus en plus fine dans son micro-pilotage de la conjoncture, avec Powell qui a récemment dit qu'il allait lever le pied un petit peu sur le rythme de QT. De réduction du bilan, oui. De réduction du bilan de la Fed. Et dans son commentaire en Q&A, il a dit c'est pour veiller à ne pas être déstabilisateur. Mais donc ça c'est assez intéressant. Mais du coup, il semble que la marge de confort nous paraît de plus en plus faible, et les risques que quelque chose se passe mal nous paraît augmenter. Et en gros, pour simplifier, on a quand même dans les pays développés, mais de plus en plus dans les pays en voie de développement également, et notamment la Chine, une espèce de conflit entre des politiques budgétaires extrêmement expansionnistes et l'envolée de la dette publique, mais aussi privée dans certains cas, et puis des politiques monétaires qui, elles, sont quand même avec des taux courts autour de 5%, aux États-Unis notamment. Comment tout ça va se finir sans que ce soit un scénario de volatilité? À ce stade, intéressant, le niveau de restriction monétaire n'empêche pas les entreprises de se financer sur les marchés
à travers notamment des instruments de dette. Je parle sous votre contrôle, Julien. Oui, tout à fait. Là, on l'a vu, on a vu un afflux d'émissions primaires, notamment hier. On était sur la deuxième plus grosse journée historique d'afflux de primaires sur le marché investment grade en zone euro, 13,4 milliards sur la journée, avec des jumbo deals. On a vu des pharmaceutiques, Johnson & Johnson. Donc c'est plus de 500 millions, c'est ça 13,4 milliards. Oui, non, mais Jumbo Deal, c'est au-delà c'est au-delà de 500 millions. Oui, au plein de... Oui, on a le benchmark 500 millions. Oui, c'est ça. Des deals de plusieurs milliards. Donc, alors, tout ne fonctionne pas forcément très bien derrière au secondaire. Quand on a un gros afflux de jumbo deals sur des secteurs identiques, type les pharmaceutiques, on va avoir Merck demain qui va arriver avec potentiellement une 7 ans, une 10 ans et peut-être une 30 ans. Voilà, donc on voit que quand on a beaucoup de deals sur des secteurs bien notés, ce qu'on appelle low bêta, parfois il y a un peu de mal à les placer, ou en tout cas au secondaire ça ne performe pas aussi bien que d'autres deals, peut-être de moins bonne qualité, qui vont être plus agressifs en termes de rendement. Mais on a toujours de l'appétit, il y a du cash à investir via les fonds datés, via les cash qu'on a dans les fonds d'investissement. Il y a plus d'hétérogénéité peut-être sur les deals qu'auparavant. C'est-à-dire que globalement, il y a de la prime, mais on voit que les investisseurs font le tri, sont un peu plus sélectifs. Il y a une discrimination qui s'opère quand même. Oui, clairement. Ça, c'est ce qu'on a constaté. On l'a vu notamment sur le comportement ensuite des deals au marché secondaire. On voit qu'on a des deals qui sont demandés, souscrits derrière au secondaire. Les investisseurs vont compléter la position sur le marché secondaire, alors que sur ce qu'on appelle les jumbo deals, en effet, sur des secteurs où on va avoir une grosse affluence d'émissions dans un temps restreint, là, il y a un peu de goulet d'étranglement. Voilà, donc de là à dire que c'est un warning sur le marché du crédit, c'est peut-être encore un peu tôt, parce que encore une fois, ça se place plutôt pas mal, mais voilà, il y a un peu plus d'hétérogénéité dans l'appréciation du marché. Quelle dynamique on peut imaginer sur ces marchés de taux et de crédit au moment des premières baisses de taux, notamment en Europe, puisqu'elles sont prévues pour arriver avant celles de la Réserve fédérale américaine. Au moins sur les 4-6 prochains mois, c'est plutôt en Europe que ça va se jouer. Ça a commencé en Suède, en Suisse, et on attend maintenant la BCE. Est-ce que le marché a déjà factorisé, intégré, j'allais dire, dans ses deals, les premières baisses de taux oui, est-ce que ça aura un effet supplémentaire ? Disons que c'est déjà anticipé. Je pense que ce qui aura un effet supplémentaire, c'est une surprise potentielle par rapport aux anticipations actuelles. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est pricé dans le marché, d'ici la fin de l'année, c'est entre 2,5 et 3 cut baisse des taux côté Banque Centrale Européenne, 2 baisses de taux en effet côté Fed, ça c'est ce qui est pricé dans le marché aujourd'hui. Donc toute surprise par rapport à ça aurait un impact. Bon, nous ce qu'on pense c'est que cette année on peut avoir en effet 2 baisses aux US, 2 baisses en zone euro. La zone euro va ouvrir le bal visiblement en juin, ça a été préannoncé déjà maintes fois, il n'y aura pas de surprise là-dessus. L'impact que ça peut avoir ensuite c'est éventuellement sur le change, il y a la question de l'euro-dollar qui a comme facteur principal le différentiel de taux US-euro, on l'a vu, on a plutôt une baisse de taux aux US récemment par rapport à la zone euro, en tout cas plus forte. Donc, on a eu plutôt un dollar qui a eu tendance un peu à se déprécier. Voilà. Ça, c'est assez naturel. Après, encore une fois, sur le marché du crédit, lui, se satisfait d'une conjoncture en Europe qui n'est pas non plus méga booming, mais d'un environnement de taux qui est plutôt, on va dire, baissier dans la période à venir. Donc ça entretient également l'appétit pour le rendement. Ouais. C'est intéressant parce que là, ce que vous décrivez, Julien, je vous fais réagir, Alexandre, il y a le degré de divergence entre la Fed et la BCE, au moins dans les premiers mouvements de baisse, et plus du tout aussi large que ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines et quelques mois. Après, la question du taux d'arrivée, terminal, etc., c'est évidemment une autre affaire, mais 2 et 2, ou 3 et 2, j'en sais rien, mais ça ne nous donne pas un écart en termes de politique monétaire, de réglage de politique monétaire qui soit complètement déliant, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, si la BCE coupe ses taux le 6 juin, ce qui est plus ou moins télégraphié, ça sera quand même une première historique. Moi, c'est ce que j'appelle un peu, ça sera le dé de l'indépendance pour la BCE le 6 juin. Donc, c'est encore en plus une date assez mythique. Oui, bien sûr. Je le rappelle. Bien sûr. Mais ce sera un beau symbole. C'est un beau symbole. Je pense que ils sont en position de le faire aussi. Ouais. La BCE n'est pas dans une position inconfortable à devoir préempter une baisse parce que son économie s'effondre, mais elle est restrictive aujourd'hui. On est loin aujourd'hui de la croissance potentielle en Europe, même si ça s'améliore. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que depuis un an, finalement, le marché ne fait que pédaler à revoir ses anticipations de croissance aux États-Unis. Aujourd'hui, par exemple, nous, on est à 2,5%, on y était déjà depuis 3 mois, et le marché l'a rattrapé. Donc finalement, tout ça, c'est plutôt bien intégré. Ouais. On parlait de la croissance en Europe à l'instant. Bon, ça a l'air de bien se passer, ça va beaucoup mieux. Alors, on est tout le monde n'avait pas vu les 0,3 du premier trimestre, par exemple. Non, c'est vrai. Bah oui. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on a une prévision à 0,6. Bon, ça reste quand même relativement
mou. La croissance potentielle, normalement, on aurait plutôt aller vers 1,2, 1,5. Donc, on a quand même de la marge. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on pourrait avoir des surprises positives en termes de différentiel de croissance entre les US et l'Europe? Ça sera peut-être plus sur l'Europe. En tout cas, on voit de plus en plus de signes positifs. Reprise du signe du cycle manufacturier, on le voit dans les indices de PMI. Alors, pas tout à fait encore en Allemagne, mais dans beaucoup de pays de la zone euro, ça se passe plutôt bien. On a un chômage qui a fortement baissé. Et qui reste bas. Oui, la politique monétaire est restrictive, donc du coup, si la politique monétaire va dans le bon sens, ça devrait bien accompagner l'économie, et c'est peut-être là où on aurait effectivement une surprise. Maintenant, les marchés actions, par exemple, finalement, c'était la suprématie américaine, la dominance américaine, comme on dit. C'est ce que nous, on a beaucoup joué également. Là, on commence à se poser la question, finalement. L'Europe, on sait que c'est quand même c'était une zone assez délaissée. La plupart des investisseurs internationaux n'y sont pas encore revenus. Alors, ils sont revenus peut-être marginalement sur des grosses capitalisations. Vous parlez d'ASML tout à l'heure. Les gros valeurs de la tech, finalement, en Europe, étaient un substitut de diversification pour des fonds qui étaient trop concentrés sur la tech US, par exemple. Ça se paye un peu moins cher en Europe, en plus, la tech. Moins cher, il y a moins de monde, il y a un peu de diversification. Donc maintenant, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est sur un marché peut-être un petit peu moins directionnel, en tout cas comme on l'a vu aux États-Unis, un peu plus de rotation. On voit d'ailleurs, l'Europe commence à aller un petit peu mieux, les émergents vont beaucoup mieux. La Chine fait quand même 10% de perf sur un peu plus de 10 mois. C'est quand même la grande surprise. Bien sûr. Et on a des prévisions comme de croissance de profit sur les émergents qui sont bien meilleures. Maintenant, l'arbitrage, ça va être, si j'ai beaucoup d'US, je ne vais peut-être pas en rajouter. Est-ce que je rajoute de l'Europe? Est-ce que je rajoute des émergents? Ou est-ce que je mets des small caps? Ça va être, je pense, et c'est l'un des grands débats que nous, on a joué. J'entends. Qui est pas tranché. Vous dites, la question se pose aujourd'hui. Alors, quand vous dites la question, ça veut dire, oui, quand même, on y croit, on veut y croire. Est-ce qu'on met quand même une touche pour voir, effectivement, comment l'Europe peut peut-être continuer de surperformer, puisqu'il faut le dire comme ça. Sur les émergents, on était déjà bien positionné, et là-dessus, on ne change pas d'avis. Même la conviction se renforce. Maintenant, marginalement, par exemple, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut aller sur les small caps? Est-ce qu'il faut aller sur les US ou sur l'Europe? Plutôt tendance à dire, s'il faut faire des small caps dans un marché délaissé où il y a quand même de la croissance et un peu de profitabilité, c'est plutôt l'Europe que les US, parce que 40% quand même des sociétés small cap dans le Russell aux États-Unis qui sont non profitables. Donc peut-être pas y toucher tout de suite. C'est pas la même qualité de cote que ce qu'on trouve en Europe. Oui. Maintenant, tout le monde sait que les small caps en Europe, c'est pas cher. Tout le monde sait que c'est un marché qui a été déserté. J'avais fait calcul ce matin, on leur prenait, depuis 2020, c'est 40 milliards de sorties sur les small caps en Europe. Donc potentiellement, il y a un rattrapage phénoménal à opérer. Et même si la dynamique a l'air de s'améliorer, la performance de s'améliorer, les flux ne sont pas encore au rendez-vous. Après, il faut l'anticiper aussi, il ne faut pas être le dernier à l'acheter. Mais voilà, c'est un endroit où il faut aujourd'hui s'y intéresser. Il faut regarder, Autant, il y a 6 mois, c'était trop tôt. Plus on se rapproche de la baisse de taux, plus le timing commence à devenir sympathique. En termes de valo, oui, dans la pièce, les deux éléphants dans la pièce, oui, il y a la Chine et les small caps en Europe. La valo ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a eu beaucoup de faux départs et on peut se prendre les pieds dans le tapis régulièrement. Quand on regarde la valo et des indicateurs de croissance bénéficiaire, c'est la base des modèles d'equity GPS. Qu'est-ce que nous disent ces modèles sur les small caps et notamment les small caps européennes? On a de meilleurs ratings que sur les marchés en général, sur les small caps. C'est nouveau? Oui. Alors c'est nouveau, c'est net depuis un an. Depuis la baisse de nos ratings sur les large caps. D'accord, ok. Voilà, en gros, au fur et à mesure. Oui, il y a un phénomène de... Voilà, et les courbes se croisent, quoi. C'est ça. Et maintenant, l'important, c'est en effet le sentiment de marché. Et on peut observer qu'il s'améliore également sur les small caps, sans encore se détériorer sur les large caps, en règle générale. Et donc, de façon générale et générique, on a des ratings relativement faibles sur le marché mondial à 1,5 sur 10 aujourd'hui, dont 0,2 sur 10 sur les États-Unis. Oui, d'accord. Donc, faible, vraiment dans une zone faible. À l'inverse, on a des ratings élevés sur la Chine et sur d'autres pays asiatiques et sur l'Amérique latine, de façon générale. Mais là, avec des sentiments de marché, alors qui ne sont plus négatifs, qui l'ont été longtemps,
mais qui sont neutres. Mais ce qui est une amélioration quand même par rapport à avant. Voilà, donc et sur l'Europe développée, elle a enfin, en tout cas, la zone euro a un rating légèrement meilleur que les États-Unis. Enfin, c'est pas majeur. Si c'est 0,2 aux États-Unis, oui, d'accord, ça reste pas très élevé. C'est autour de 2 sur la zone euro. Ah oui, effectivement. Alors, avec une grande... Vous disiez tout à l'heure, en début d'un. Voilà, alors avec une grande dispersion quand même. D'accord. Très grande dispersion. Ouais. Donc, pour les stock pickers, il y a de quoi faire son marché. Donc, il y a encore beaucoup de valeurs qui sont très attractives. Mais les marchés dans son ensemble, dans les pays développés, nous paraissent avoir une perspective, une espérance de gain à horizon de 3 mois de 2%. Et historiquement, quand on avait ces ratings-là, la plus forte baisse à 3 mois était quand même de 16, de moins 16%. Ouais. Donc il y a quelque chose d'assez asymétrique. Donc on est dans quelque chose où il faut être un vrai investisseur en actions pour continuer d'être pondéré au maximum sur le risque action sur les marchés développés, selon nous. D'accord. Tiens, petite parenthèse à propos de l'investissement action, là, depuis 2 jours. Alors, ça se calme un peu aujourd'hui, mais on a vu réapparaître des noms emblématiques de phénomènes de spéculation de foule à Wall Street, qu'on a beaucoup commenté en 2021, au cours du premier trimestre, je crois. Donc, ce sont des valeurs comme GameStop, c'est la maison mère de Micromania, AMC, une chaîne de cinéma aux États-Unis. Et donc, l'influenceur vedette... chaton rugissant, comme on l'appelle, est ressorti de son placard. C'est pas facile à traduire. C'est assez littéral, chaton rugissant. Il est ressorti de son placard. Non, mais bon, l'histoire est toujours fascinante. Donc, et on a vu ces titres qui ont doublé chaque jour sur les 2 derniers jours. Ça reste limité comme phénomène. Je crois que ça fait pas grand-chose, voire ça baisse un petit peu aujourd'hui. Mais je sais pas, c'est des phénomènes de marché auxquels on n'était pas forcément habitué jusque-là. Qu'est-ce que ça nous dit de l'ambiance actuelle ? Est-ce que ça nous dit quelque chose du fonctionnement aussi des marchés contemporains ? Selon nous, il y a du positif et du négatif. Quand on parle négatif, c'est quand même de la spéculation. Oui, ça va. Ouais. Et disons avant tout de la spéculation. C'est de l'orchestration, de l'orchestration de mouvements de marché. C'est l'aspect viral qui est venu effectivement se coller sur ces phénomènes spéculatifs. Qui n'est pas très éloigné de manipulation de cours quand même. C'est de l'orchestration. Je ne dis pas que c'est de la manipulation. C'est un tweet, C'est de l'orchestration. Part d'un tweet. Mais c'est et puis on peut observer aussi que les entreprises font des augmentations de capital. AMC a levé 250 millions de dollars lundi soir. Donc, c'est de l'equity tombé du ciel. Voilà, c'est un petit peu... C'est intéressant. D'accord. C'est intéressant de l'observer. Ouais. En négatif aussi, c'est de la spéculation quand même. Il n'y a pas de raison que la valorisation d'équilibre ait changé d'une boîte en 2 jours. Voilà. Après, le côté positif, c'est il faut respecter tous les mouvements de marché, y compris ceux qui sont spéculatifs. C'est une forme d'aller rechercher un prix d'équilibre et qui finance l'économie. Voilà. C'est ce qu'on a beaucoup raconté en 2021. Disons que ces noms sur lesquels ce phénomène spéculatif se concentre, ça tombe pas au hasard. C'est des valeurs très shortées, mais derrière GameStop, je le disais, c'est Micromania. Et je crois sincère certains des Robinhood traders de l'époque qui sont allés en disant mais Micromania, mais moi c'est une enseigne que je connais, c'est une enseigne de mon enfance quand j'étais petit, etc. Tiens, si j'ai $10 à mettre dans les marchés, je vais essayer d'aller sauver Micromania. Et au passage, on va se faire quelques gros hedge funds de Wall Street qui ont perdu beaucoup d'argent sur quelques séances, quoi. Il y avait un côté un peu... Robinhood, quoi. C'est ça, revanchard. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce phénomène, Alexandre ? Non pas que ce soit l'ensemble des marchés qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, mais bon, ça existe. Moi, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais négliger le trader individuel. Je pense que ça a été la grande leçon en 2021, parce que tout le monde disait, si le trader particulier achète, c'est là où il faut vendre.
Et en fait, c'était plutôt l'inverse, il fallait surtout le suivre. Hein. Donc là, je pense que la psychologie a beaucoup changé là-dessus. Maintenant, il faut mettre un petit peu en perspective, parce qu'on parle de ces 250 millions levés par AMC. Mais moi, le chiffre qui m'a quand même bluffé la semaine dernière dans les grandes capitalisations boursières, c'est Apple qui annonce avoir un coffre-fort de 170 milliards de trésorerie. Il rachète 110 milliards d'actions. Et sur les 10 plus grosses rachats d'actions aux États-Unis, c'est Apple qui en a fait 6. Et le truc qui était phénoménal que je reprenais la semaine dernière, ils ont racheté 840 milliards de capi depuis 2012. C'est la moitié du nombre d'actions. Au-delà du... Le chiffre, ils ont racheté la moitié de leurs actions, quoi. Voilà, c'est phénoménal. Ah ben non, mais c'est alors, au-delà du montant, c'est-à-dire que la société a été capable d'annuler la moitié de ses actions dans le marché. Ouais. Là, on comprend mieux aussi cette logique. Effectivement, je ne paye pas des dividendes, je me rachète mes titres avec un flux continuel de rachat. 110 milliards sur un an à venir, 840 milliards sur 10 ans. Ouais. On met un peu les choses en perspective. On revient sur ce narratif, finalement, les deux gros acheteurs d'actions aux États-Unis, c'est les boîtes elles-mêmes et c'est le retail. Ouais, non, mais bien avoir en tête effectivement cette structure de marché aujourd'hui. Hein. Qui sont les principaux acheteurs d'actions dans le marché Je ne sais pas ce que vous inspire ces phénomènes spéculatifs sur les actions, Julien, mais... On retrouve ces phénomènes parfois sur les marchés obligataires aussi, ça peut exister. Alors j'imagine que ce n'est pas du retail qui va comme ça sur des noms d'émetteurs ou autres, mais et même aujourd'hui, est-ce qu'on a des éléments de surchauffe ici et là dans certains compartiments du marché obligataire ? Alors oui, c'est un point intéressant. Alors nous, ce qu'on voit, il y a deux choses. Il y a l'idiosyncratique et je dirais le systémique. Cherté du marché obligataire dans sa globalité, enfin je pense au marché du crédit notamment, et après l'idiosyncratique. Nous, ce qu'on voit, c'est que sur le crédit en général, sur les obligations d'entreprise ou sur le souverain, on a moins de spéculation de ce type sur le souverain parce que ce sont des marchés qui sont très profonds, très liquides, c'est plus compliqué. Sur le crédit, on peut l'avoir, mais en général, ce sont plutôt des acteurs, je dirais, avertis, les hedge funds, qui vont constituer des positions short. Alors voilà, nous, on regarde, on a une recherche, on souscrit à des recherches qui nous identifient ces positions short qui montent sur l'equity ou sur le crédit, donc on en tient compte dans le choix spécifique de certains titres qu'on a en portefeuille. On voit les positions vendeuses monter, se construire progressivement. On se tient averti et alerte sur ce genre de sujet, donc on y prête attention, et notamment sur l'aspect, je dirais, vraiment spécifique, idiosyncratique, puisqu'on sait que ça peut avoir un impact fort sur la valorisation de certains émetteurs. Après, d'un point de vue plus systématique, quant à la valorisation aujourd'hui du marché du crédit, aujourd'hui, on le sait tous, on a un marché du crédit qui est plutôt en zone de cherté. Les spreads sont serrés partout, là. Ils sont serrés un peu partout, voilà, globalement, il y a un peu de retard sur les hybrides peut-être versus le high yield, mais globalement, voilà, tout est globalement, on va pas dire cher, mais en tout cas ça s'est renchéri, on n'est pas encore sur les niveaux, les points bas de spread, mais on voit bien qu'on rentre dans une zone où ça commence à être cher. Alors ça peut le rester longtemps, et on a connu des périodes où on avait ce qu'on appelle le carry, le rendement du marché obligataire finalement sur l'année. Aujourd'hui on a toujours une demande, on le disait tout à l'heure, très forte de papier sur les émissions crédit notamment, on a beaucoup de cash dans les portefeuilles encore, les fonds datés notamment, les fonds à maturité, on en a lancé dans le marché, on a eu beaucoup, on rencontrait un succès assez florissant. Donc le rendement seul suffit aujourd'hui à continuer d'attirer des flux sur l'obligataire, malgré des spreads effectivement serrés, quoi. Mais je dirais qu'au-delà du rendement, la visibilité de ce rendement, c'est-à-dire le fait de se dire, à une échéance donnée de 3 ans, 5 ans, vous offrez aujourd'hui, par exemple sur le high yield, à 2030, on va offrir bientôt 6% de rendement brut sur un fonds Donc voilà, cette lisibilité sur le rendement et le fait d'avoir à échéance un objectif de rendement attire encore les investisseurs. C'est une forme de sécurité. Ma question, là, si je reprends un peu la logique de baisse de taux devant nous, je vous demandais tout à l'heure comment ça pouvait avoir un impact sur les marchés de taux. Moi, je pense aussi à tout ce qui a été accumulé sur des produits monétaires rémunérés, du cash rémunéré. Alors en France, c'est des livrets, c'est des comptes à terme, etc. On parle de trillions de dollars d'encours aux États-Unis. Est-ce qu'une baisse de taux suffit à provoquer déjà des mouvements de sortie pour une réallocation, et si oui, vers quoi ? Et puis en Europe, si c'est peut-être 2-3 baisses de taux devant nous, qu'est-ce qui se passe sur ces produits monétaires aujourd'hui ? Alors c'est un bon point. Je pense que sur les produits monétaires aujourd'hui, il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs historiques, ceux qui rémunèrent leur trésorerie avec les fonds monétaires. Qui ont besoin de produits monétaires quoi qu'il arrive. Resteront investis sur les produits monétaires. Alors on a de la volatilité sur le passif des fonds monétaires, mais ça c'est logique, on a toujours eu ça. Voilà. Et ensuite on a les acteurs, je dirais, un peu opportunistes, qui compte tenu de la forme de la courbe, sont venus se positionner sur des parties très courtes et à juste titre profiter des rendements aujourd'hui attractifs sur le monétaire par rapport au reste de la courbe. Et puis avec les resserrements
des primes de risque qu'on a sur le crédit, finalement, avoir 4% sur du monétaire aujourd'hui, plutôt que 4,5 ou 5 quand on tire un peu plus loin sur de la courbe et sur du risque investment grade, finalement, le risk return, il n'est pas forcément très positif sur des parties beaucoup plus longues. Donc on a toujours des acteurs qui sont très présents sur le monétaire, mais qui sont ce que j'appelle les acteurs un peu opportunistes, touristes. Qui pourront bouger vite. Et qui pourront bouger vite et qui pourront déployer des masses d'actifs assez importantes dans deux situations accumulées, je dirais, selon moi, baisse de taux et surtout repentification des courbes. Les acteurs vont aller chercher de la duration lorsqu'on sera payé pour prendre ce risque de maturité, de duration. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, compte tenu de la forme des courbes, qu'on est particulièrement rémunéré à prendre un risque de duration. Voilà, donc, on n'a pas de pente positive encore sur ces courbes américaines ou européennes. Sur ces mouvements de réallocation, qu'est-ce qu'on peut imaginer, anticiper, Alexandre ? Moi, ce que je vois sur nos clients particuliers chez Indosuez, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment à l'esprit le début de cette baisse de taux, puisque pour eux, elle n'est pas visible. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est que pourquoi je m'embêterais à aller faire du 3 ans, du 4 ans à 4% quand j'ai 4% immédiatement. Donc, on essaye d'éduquer, on essaie de dire il faut anticiper, il faut mieux le verrouiller maintenant. Là, je peux proposer de verrouiller à 4,5 ou 5% sur les 4 prochaines années. Parce que dans 12 mois, malheureusement, il sera peut-être le taux monétaire, ça à 3, voire nous, c'est plutôt 2,5 en 2025. Et là, vous allez me dire, j'aurais dû en faire beaucoup plus et j'aurais dû verrouiller quelque part mon rendement, mais ça n'a pas été le cas. Donc le phénomène se fait plutôt au fur et à mesure, c'est la séquence qui va être un peu plus importante. Aujourd'hui, on n'a pas ce mouvement, il n'y a pas de déplacement de la liquidité. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette liquidité dormante qui est très très bien rémunérée aujourd'hui, elle acte quelque part comme un frein dans la baisse des actions. D'ailleurs, on l'a vu, mars-avril, on a perdu 4-5% sur les actions. On s'imaginait, ça y est, on va avoir un vrai mouvement de baisse. On n'a pas eu de baisse supérieure à 2% sur le S&P depuis février 2023 quand même. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'argent dormant. Il y a beaucoup de personnes comme nous et beaucoup d'acteurs qui disent dès que ça baisse, je vais acheter. Ça ne dure pas longtemps. C'est un marché un peu plus de trading. Donc c'est un marché qui est un peu plus difficile finalement à capter. Il faut aller un peu plus en intraday. Il faut aller chercher les points. Il faut être beaucoup plus réactif. Et pour des gros investisseurs institutionnels, c'est beaucoup plus délicat de bouger. Sûr. Ouais. Je veux bien qu'on dise un mot aussi quand même, alors c'est pas un phénomène nouveau, mais à 6 mois de l'élection présidentielle, on voit Joe Biden ressortir des outils de barrières douanières, reprenant ce qui a été fait par Donald Trump avant. Ça reste visiblement sur des montants limités, 18 milliards d'importations de produits chinois qui vont être surtaxés, où les tarifs vont augmenter. Je crois que c'est moins de 5% des importations chinoises par les États-Unis. Donc on n'est pas non plus sur des montants délirants, mais bon, ça envoie déjà un signal. D'ailleurs, le marché semble y accorder assez peu d'attention, d'une certaine manière. Oui, alors sous Trump, on se souvient quand même, ça pouvait faire baisser les marchés, d'avoir des annonces permanentes, une escalade, le tit for tat, la réponse de la Chine, des nouveaux tarifs, etc. Là, pour l'instant, ça semble plutôt calme. C'est vrai. Alors, cela dit, sectoriellement, on voit quand même du mouvement sur les fabricants de batteries, et puis sur certains producteurs au niveau mondial, et notamment en Chine, de voitures électriques ou de panneaux solaires. Et bien, il y a des évolutions qui peuvent être très, très importantes. Mais effectivement, sur un segment faible. C'est vrai qu'en négatif, quand même, ça contribue à ce flux de nouvelles de hausse de barrières douanières et de tarifs. C'est un problème, je dirais, c'est une situation qui ne peut pas s'améliorer à court terme. En particulier, d'ailleurs, l'Europe va être encouragée à continuer à avoir une politique un peu plus assertive à l'égard de la Chine. À l'égard des États-Unis, c'est moins net, mais pour des tas de raisons. Mais à l'égard de la Chine, ça paraît légitime. D'où d'ailleurs, indirectement, une tendance de fond et une petite musique un peu négative sur les grandes exportations européennes et notamment françaises vers la Chine, bien sûr, qui ne datent pas d'aujourd'hui, et qui ont expliqué le sommet et le renversement de l'évolution relative des cours du luxe en général. Donc ça, c'est quand même pas positif. Bien sûr,
là où le marché réagit faiblement au global, c'est qu'il s'est rendu compte que la réalité de l'impact était globalement faible. Alors que donc il semblerait que ce soit une mesure qui les voitures chinoises qui sont importées et vendues sur le marché américain se comptent en milliers. Et par contre, c'est le signal qu'il n'y en aura pas plus que quelques milliers. Mais par contre, ça peut peut-être accélérer, je dirais, la prise de conscience des Européens en la matière, si on voit qu'il y a un flux qui se concentre vers l'Europe. Julien, qu'est-ce que ça inspire? Et comme le disait Gilles, non seulement ça s'améliore pas, mais Joe Biden n'est pas revenu sur les tarifs Trump et en rajoute encore une petite couche à 6 mois de l'élection pour des enjeux politiques domestiques, bien sûr. Et pour nous, c'est un thème qui n'est pas nouveau. Hein. Ah bah non. Je veux dire, ce thème des barrières douanières et globalement, en Europe, on parle beaucoup d'autonomie stratégique, en fait, que ce soit pour des raisons géopolitiques ou des raisons purement de santé publique, des raisons liées à l'indépendance agroalimentaire également. On l'a vu lors du début du conflit russo-ukrainien. Il y a clairement une volonté, aujourd'hui, de réinternaliser des chaînes de production, d'être indépendant, je dirais, d'un point de vue stratégique, sur des sujets majeurs que sont l'énergie, la pharmacie, l'agroalimentaire. Voilà. Et donc ça occasionne, je dirais qu'il y a 2 effets, selon moi, sur les valeurs sur lesquelles on peut investir et qu'on privilégie dans certains de nos portefeuilles, et notamment sur nos portefeuilles à haut rendement. C'est à la fois un facteur protecteur, c'est-à-dire que vous allez investir dans des boîtes qui elles-mêmes ne sont pas dépendantes, que ce soit sur bien la zone de chalandise ou sur la production on va dire de zones non alignées complètement avec les intérêts du G7 ou européens, voilà, pour le dire clairement. Et puis vous êtes également sur des secteurs qui potentiellement peuvent faire l'objet de subventions, de relance provoquées par les États. Emmanuel Macron l'a rappelé récemment encore une fois. Il y a une véritable volonté en France. On a un ministère de la réindustrialisation, dirigé par M. Lescure, et donc il y a une volonté très clairement de réinternaliser ces chaînes de production, de réindustrialiser le tissu économique pour à la fois protéger. Et c'est un thème d'investissement. Et comme une opportunité. C'est un thème d'investissement, ce n'est pas que se protéger, c'est également saisir une opportunité d'investissement sur ces secteurs-là. Bon, que vous inspirent effectivement les annonces de Joe Biden à ce stade, Alexandre ? Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi en face de la Chine Je ne connais pas un Américain, moi, qui va acheter une voiture chinoise électrique. Déjà, on sait pertinemment même que les constructeurs automobiles américains ont baissé de la voilure en fait, sur les véhicules électriques qu'ils allaient pouvoir vendre. Ils ont des problèmes de marge, de prix. Il n'y a pas forcément chaud à la demande. Maintenant, le patriotisme américain, vous le connaissez, donc je le vois mal acheter en masse. Donc, même si vous montez, d'ailleurs, Trump a dit, si Joe il fait 100, moi je ferai 200 de tarifs supplémentaires, mais ça ne fera pas de différence. Donc, il y a un jeu politique, évidemment. Maintenant, c'est aussi à mettre en perspective, et là on revient sur la Chine, mais qui a quand même annoncé en début de semaine un plan d'investissement absolument phénoménal. Voilà. Biden est à l'offensive, la Chine est à la relance. Ils annoncent un programme d'émissions obligataires phénoménal de 130 milliards, je crois. Ouais, c'est ça. Avec des obligations 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc là, il y a quand même une vraie volonté de réinvestissement. Même eu une annonce ce matin, le gouvernement chinois est en train de dire aux autorités locales, vous allez racheter en fait toutes les maisons invendues pour un petit peu assainir le marché immobilier. Donc ça va dans le bon sens. La Chine reprend des couleurs. Maintenant, est-ce que c'est un vrai retournement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une réalisation de résoudre un petit peu le problème domestique, de redonner confiance avant tout aux Chinois eux-mêmes, pour qu'eux-mêmes réinvestissent sur leur propre marché local. Ce n'est pas nous, les investisseurs internationaux, qui allons aller à la rescousse du marché chinois. C'est d'avoir un problème domestique et de reprise de confiance sur le marché domestique lui-même. Et d'une manière ou d'une autre, on a envie quand même, au moins tactiquement, d'accompagner le mouvement de rebond des actions chinoises là qu'on a pu voir. Ça a repris 20, 25, peut-être jusqu'à 30% sur certains indices chinois. Réellement, moi, je n'irais pas le jouer en direct. D'accord. Je pense que nous, on préfère pas en direct. Effectivement aller globalement sur les émergents. C'est un peu toujours difficile de choisir entre l'Inde, la Corée, Taïwan, parce qu'une fois sur deux, ça fonctionne. Tout le monde était sur l'Inde. Quand l'un ne fonctionne pas l'autre. Tout le monde était sur l'Inde à un moment donné, mais c'était stratosphérique. Et puis tout d'un coup, c'est la Chine qui rebondit. Donc du coup, l'Inde a s'en dégonfler, parce que c'est un petit peu le miroir. Mais après, il y a des histoires spécifiques comme la Corée, même Taïwan. Taïwan, c'est le meilleur marché boursier avec la Chine cette année au sein des émergents. Les flux ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous. Mais il est certain qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter les émergents en globalité. Vous achetez une valorisation et une décote de 50%.
et vous avez des croissances de profit 2 fois supérieures aux États-Unis, et c'est en dollars aussi, ça se prend. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci pour votre analyse et votre expertise sur les sujets de marché du moment. Alexandre Drabovic, Indosuez Wealth Management, Julien Moutier, Groupama Asset Management et Gilles Bazissière, Equity GPS étaient les invités de Planète Marché.